Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du protocole IP version 6. Il y aura une petite série de vidéos consacrées à ce protocole. Et la première, celle qui est maintenant, c'est l'introduction au protocole IP version 6. C'est parti. Mais pourquoi a-t-on inventé le protocole IP version 6, vu qu'on a déjà le protocole actuel IP version 4 qui fonctionne très bien? La raison principale, c'est la pénurie d'adresses IP version 4. En gros, on n'en a pas assez. Comment on est en arrivé là? L'adresse IP version 4 est codée sur une longueur de 32 bits. On l'écrit généralement comme ici, 192.168.1.1. C'est chaque fois un octet. Donc, un octet c'est 8 bits, 8 x 4, 32. Si maintenant on regarde sous forme de combinaison, on fait 2 puissance 32 et on a ici 4 milliards d'adresses IP. En réalité, c'est théorique, on verra dans une autre vidéo, on en a réellement beaucoup moins. Maintenant, quelle est la problématique? On dit mais 4 milliards c'est beaucoup et c'est peu. C'est peu parce que sur Terre on est déjà entre 7 et 8 milliards. Donc ça veut dire que la moitié de la population n'aurait pas le droit d'adresse IP. Et si on regarde, nous, de notre côté, on a un PC à la maison, on a un smartphone, on a tous les serveurs qui existent dans Internet, on a les imprimantes, et vient encore se greffer la voix sur IP et l'IPTV. Donc on a un manque d'adresses IP. Est-ce qu'on peut blâmer les personnes qui ont inventé IP version 4 qui n'ont pas été prévoyants? La réponse est non. Pourquoi? Personne ne pouvait prédire l'installation d'Internet et que l'Internet irait jusque dans tous les foyers. Personne ne pouvait le prévoir. Tout ce qui était IP était utilisé principalement dans des milieux de recherche et des milieux académiques pour échanger quelques messages de bas niveau et peut-être quelques données. Et ces 4 milliards d'adresses IP version 4 étaient largement suffisants. Donc on ne peut pas blâmer ceci vu que ça a été inventé en 1981 au niveau de la description du protocole IP version 4. Donc entre 81 et jusqu'en 2001, il y a cette explosion, le début d'Internet grand public. Il y a quand même pas mal de marge. Donc dans la réflexion, on dit on va passer à 64 bits. Donc le 32, on passe à 64. Et si on fait 2 puissance 64, alors j'ai pas assez de place pour écrire, la suite ici c'est 2 milliards, 2 milliards. Là, on est relativement tranquille. Ici. Un petit rappel, comment ça fonctionne avec la base 2, c'est que si on passe de 2 puissance 32 à 2 puissance 33, on ne rajoute que 1 bit, mais on double. On arrive au lieu de 4 milliards, on arrive à 8 milliards. Donc on double, 16 milliards, etc. On double. Donc si on fait le calcul, donc avec 1 bit de plus, donc on peut calculer 32 fois, on double 32 fois, et ça augmente considérablement le nombre de combinaisons. Donc ce nouveau protocole de 64 bits, on l'a appelé IP NG nouvelle génération, ou également IP version 5. Seulement ce protocole, il n'a jamais été mis en service, on verra pourquoi. En parallèle, il y a l'idée de créer ce qu'on appelle l'Internet des objets, et je fais une petite démonstration de ce que ça peut apporter avec l'Internet des objets. Par exemple, une machine à laver pourrait avoir une adresse IP. On peut se demander quelle est l'utilité d'avoir une adresse IP sur une machine à laver. Ça ouvre des perspectives très importantes, c'est-à-dire que vous pouvez la commander avec votre smartphone, voire à distance.
Vous pouvez avoir les températures de l'eau, où c'en est au niveau des cycles de lavage et autres. Vous pouvez la programmer à certaines heures, etc. Vous pouvez, par de l'IP et non pas par un programme spécifique, vous pouvez donc programmer, voir ce qui se passe, faire une intervention à distance et presque aussi un ordinateur. Le frigo. Le frigo, on pourrait imaginer qu'il connaît vos consommations habituelles de certains ingrédients et quand ça commence à manquer, il va automatiquement commander le matériel via ou votre alimentation ou votre produit directement à travers Internet sur des shops donc en ligne. Donc il peut automatiquement commander, on pourrait imaginer quelque chose de ce genre. On a ce fer à repasser intelligent, donc peut-être pas qui sera commandé tout seul, mais qui donne certaines informations sur l'état et puis les détections, mettons, de tissus ou des choses comme ça, puis il va se mettre à la bonne température. On a une machine à café, et peut-être lié à la machine à café, eh ben, on a ici votre réveil. Votre réveil, il sait, c'est vous qui le fixez, à quelle heure vous voulez être réveillé. Par contre, il sait combien de temps il vous faut pour vous habiller, vous de quoi doucher, habiller, pour prendre le petit-déj. Et il peut donner l'ordre directement à la machine à café que quand vous êtes tout bien habillé, tout ça, vous arrivez dans la cuisine et le café, il est déjà prêt, par exemple. Les voitures. Alors si on regarde les voitures, c'est maintenant des vrais ordinateurs, si on prend un peu la marque, un peu leader dans le monde, dans les voitures électriques. Et il y a même des fois des mises à jour qui se font, puis vous ne pouvez même pas démarrer lors des mises à jour. Alors les voitures électriques, on aimerait bien qu'elles se conduisent tout seules. Bon, pour regarder l'utilité et autres, mais c'est très difficile parce que c'est basé sur des caméras de ce qui se passe dans l'environnement. Une chose qui serait beaucoup plus facile à résoudre, c'est que si on met des voitures connectées, c'est-à-dire que chacun donne sa position, sa vitesse, et on peut savoir dans un croisement s'il y a une collision, on peut même imaginer de supprimer les feux, et si chacun continue sur sa trajectoire avec sa même vitesse et qui arrive de collision, on peut imaginer une des deux voitures va automatiquement ralentir et va passer devant ou derrière l'autre voiture. Donc faire ensuite la voiture autonome avec des systèmes communicants, c'est beaucoup plus facile que de mettre plein de caméras embarquées et visualiser tout ce qui est autour de la voiture. Donc ça, c'est une chose très importante en termes d'objets connectés. On peut encore associer ça, si on a encore besoin, des feux lumineux, et ces feux lumineux pourraient aussi communiquer directement avec la voiture pour qu'elle ralentisse, ou on peut imaginer plein d'autres fonctions. On peut imaginer ici une ampoule qui a une adresse IP. Ça ouvre plein de perspectives. Pensez avec tout ce qu'on peut télécommander au niveau par rapport à une adresse IP. À certaines heures que ça s'allume ou qui détecte certaines choses, on verra dans les slides, dans un slide suivant. Mais il faut retenir, c'est qu'on pourrait jeter l'ampoule et on a l'adresse IP qui part avec, mais c'est pas grave si on en a une pléthore. Tout ça, on aimerait normaliser sous le IP version 6 Ready et tous ces objets pourraient communiquer ensemble. Afin que tous ces objets puissent avoir une adresse IP pour qu'ils puissent communiquer, on s'est dit IP version 5 risque d'être un peu juste et on a inventé le protocole IP version 6. Et là on a fait très fort, on a pris 128 bits. Donc une adresse IP est codée non pas en 32 comme l'IP version 4, mais en 128 bits. Ce qui fait en termes de combinaison complètement fou, ça fait du 3,4 10 puissance 38. C'est quelque chose de complètement fou. Il paraît que ça fait même plus que le nombre de grains de sable qu'il y a sur Terre. On va étudier de plus près le fonctionnement et les buts du protocole IP version 6. Je vous dis à la prochaine et abonnez-vous
et commentez. Merci.